en plus, les trials ont commencé. Ils ont commencé à sélectionner le jury. P. Diddy et tous les secrets de l'industrie de la musique s'apprêtent à être dévoilés. Moi, j'ai une théorie. Si je théorise, on va dire que je suis antisémite. Seb, on va voir s'il va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il y a aussi les vidéos de... what's my man's? Chris d'Iconic, qu'on a tapé avec. On va voir ce que Seb, il a récolté comme données. Peut-être qu'il a fait des recherches approfondies. Hein? Let's go! On y va! Fuck P. Diddy! Mais SO Diditrix. Quel est le lien? Je sais pas. Le numéro d'écoute nationale est le 3919. Bonjour à tous, comment est-ce que ça va? Alors déjà, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au début avec le petit panneau disclaimer, on va enfin parler de l'histoire de P. Diddy. Oui, vous me l'avez énormément demandé, et l'année dernière j'avais même fait une story sur Insta, où je vous disais comme quoi je voulais faire une vidéo sur ce qui se passait autour de Diddy. On était en plein dans le cœur du truc, je voulais pas me précipiter sur le sujet, je voulais prendre mon temps pour essayer de... Je pense que Jay-Z est involved. Je pense que tout le monde est involved. Autant les joueurs de basket, autant les politiciens, peu importe. Movie star, nomme-les. Je pense qu'ils sont tous à l'intérieur de ça. Je pense que c'est une secte. Moi, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui se passaient. Tu vois, les after party. Il y a eu un mec, les gars. Il y a eu un mec qui a dévoilé des secrets de l'industrie. Et il avait même révélé que Trump, justement, ces gens-là, pas qu'ils vénéraient Trump, mais il avait prédit que Trump allait se faire tirer dessus. Yo, je vous jure, attends. C'est, je sais pas c'est quoi son nom. C'est Diddy, je vais vous montrer. Juste écrire des termes random. Il a même dit que Rick Ross et P. Diddy sont homosexuels. C'est lui. Do you know Sean Combs? Puff Daddy. Yeah. P. Diddy, whatever you call himself these days. Yeah, go ahead. The man who allegedly opened fire inside of one of former President Donald Trump's Florida hotels several years ago made some wild statements to law enforcement in his interviews, saying he was a sex slave for Sean Diddy Combs. Well, now that federal investigators have raided two of the rapper's homes and an arrest... Yo, c'est crazy, bro. Lui, il a révélé des trucs noirs. Si je vous retranscris, mais si on regarde l'interview au complet, il annonce des trucs. Yo, bro, c'est malade mental. C'est comme si le gars, il aurait voyagé à travers le temps. C'est fou. Mais vas-y, viens, on écoute ce que Seb, il a découvert comme information. Et je pense que c'était important de faire ça, d'attendre le bon timing, parce que chaque semaine, voire chaque jour, il y avait un nouveau rebondissement dans l'affaire. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à comprendre, vous faire un avis, et on a essayé de vous rendre tout ça, tout ce gros bordel, un petit peu accessible, entre guillemets. Tout ça nous amène à aujourd'hui, dimanche 4 mai 2025, soit 24 heures avant l'ouverture du procès. J'ai même pas fait exprès, c'est fou le hasard, non? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux saisir le personnage et à comprendre de quoi parle ce procès concrètement. Ça présente l'affaire Diddy pour ceux qui n'avaient pas la ref. Beaucoup parler de lui. Ah ouais? Avant de démarrer cette vidéo, sachez qu'une marque nous accompagne, et cette marque, c'est Saily. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, Saily c'est une démarche à 8 tuer. J'ai une offre exclusive description, hein, et moi je suis dans une grande partie de rive, vous l'aurez compris. Et pareil pour les affaires qui ont été réglées à l'amiable, vous allez voir que pour la plupart, il n'y a pas eu de procès et du coup, il n'y a pas de culpabilité évidente. Ça peut être relou, je l'entends, mais croyez-moi que c'est pas un parti pris ou quoi que ce soit, c'est juste la loi et je me protège aussi de mon côté, même si on a tous envie qu'ils prennent tarif. On va directement commencer et pas trop perdre de temps avec l'intro parce qu'entre ces premiers problèmes judiciaires, ces procès récents et les théories, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais d'abord, revenons dans les années 90. Sean Combs. On se la fait viteuf, Sean Combs, il est né à New York, il a grandi à New York et il est devenu une personnalité emblématique de la ville. Pourtant, ses débuts dans la vie d'adulte, si on peut dire ça comme ça, ne présageaient pas du tout cette trajectoire. Il commence sa carrière dans le milieu de la musique en y intégrant le label Uptown Records en 90. Il n'est pour le moment qu'un simple stagiaire, mais il va vite montrer un potentiel intéressant. Et rapidement, il va être promu responsable de la division chargée de la découverte des nouveaux artistes, et à 18 ans, c'est juste l'un des plus jeunes directeurs artistiques, tout label confondu. Avec ce poste, il va participer au développement de jeunes artistes de ce même label, comme Jodeci ou encore Mary J. Blige. Et dès cette période, Sean Combs avait déjà la réputation d'organiser d'immenses soirées qui rassemblaient des milliers de participants. C'est d'ailleurs lors d'une de ces soirées que la réputation de P. Diddy va commencer déjà à être sérieusement entachée, et pourtant, on est encore aux prémices de sa carrière.
Bro. En 1991, Sean Combs et le rappeur EVD vont vouloir organiser un match de basket caritatif dans le but de collecter des fonds pour une association qui lutte contre le sida. Et quand Diddy se met à organiser un événement, il voit toujours les choses en grand. Il invite des artistes ayant déjà une certaine renommée à participer à ce match, comme Boyz II Men, Joe Desi ou encore LL Cool J. Pour promouvoir l'événement, Sean Combs et son équipe distribuent des milliers de flyers, les radios en parlent, et peu à peu l'événement se fait connaître dans tous les quartiers de New York, jusqu'à devenir immanquable. Mais c'est justement cette promotion qui va amener la soirée à devenir une tragédie. I'm at 138th Street and Congress Avenue, City College. I have 4 people that just wearing in Brooklyn and Manhattan or where? I'm in Manhattan. Hello? Where 138? 138th Street, Congress Avenue, in the Net Harlem Gym. I have 4 people that are unconscious. I can't get past. I can't get them to breathe. I've been doing CPR on them. I have 3 people that are in shock. I have 2 people with broken bones. Wait, that's from City College? City College. I need at least 4 ambulances right away. Le 28 décembre 1991, près de 5000 personnes se présentent devant le gymnase de l'Université de New York. Le problème, c'est que cette salle pouvait accueillir au total 2730 personnes. Une fois le gymnase plein, les 20 agents de sécurité vont bloquer toutes les entrées en laissant dehors une foule de personnes qui avaient pourtant acheté leurs billets. Et c'est à partir de ce moment-là que la frustration et les tensions vont augmenter et que les portes d'entrée vont être brisées. La foule va se précipiter vers les 4 portes qui menaient directement au terrain, mais la sécurité avait placé derrière elle une table qui servait de levier pour les maintenir fermées. Cet accès était en bas d'un escalier et les gens ne voyaient pas qu'il était impossible de passer, alors ils ont continué à avancer. Les premiers arrivés en bas se sont trouvés dans un étau où d'un côté il y avait la foule et de l'autre côté les portes fermées, et malheureusement ils se sont tout simplement fait piétiner. Quand la sécurité a ouvert l'une des 4 portes, il était déjà trop tard. Le match a été logiquement arrêté et les blessés ont été disposés un peu partout sur le parquet. Sean Combs et certains spectateurs se sont empressés de venir secourir les victimes, mais pour certains, il était juste trop tard. Au total, le mouvement de foule va entraîner les blessures de 29 spectateurs, mais aussi la mort de 9 personnes, tous âgés entre 15 et 28 ans. Ça, c'est le genre de truc que tu vois même dans les concerts de Travis Scott. Yo, c'est ça que je me dis. C'est des théories qu'on se donne. C'est des théories. Mais les histoires se répètent. Les gens deviennent fous pour la musique, pour les trucs hype. Mais jusqu'à en mourir, c'est crazy, bro. Tu vas à un show, tu dis que tu vas passer un bon moment, mais finalement, tu y laisses ta vie, c'est fou, bro. Ce drame va conduire à des poursuites judiciaires contre les organisateurs, donc Sean Combs et EVD, qui s'étaleront pendant plusieurs années. Diddy va témoigner et mentionner qu'il était lui aussi à proximité de la porte et qu'il a été pris dans le mouvement de foule, mais qu'il a également participé à évacuer les personnes au sol. Sauf que personne ne va confirmer l'avoir vu à cet endroit précis. Au contraire même, certains témoigneront l'avoir aperçu dans le hall, en train de manipuler de l'argent liquide de la caisse, avec 2 femmes à ses côtés. Au final, la cour va estimer leur responsabilité dans cette histoire à 50% et donc fermer la possibilité de mener cette affaire à une condamnation. Les conflits avec les familles des victimes seront réglés à l'amiable. Diddy leur versera de l'argent en dédommagement de ce tragique événement et en évitant de longues poursuites judiciaires par la même occasion. D'ailleurs, les 24 000 et quelques dollars qui ont été collectés et qui devaient revenir à une association qui lutte contre le sida va être réquisitionné dans un premier temps par le département juridique de la ville de New York. Mais le hic, c'est que les organisateurs n'ont jamais réussi à recruter une association caritative. Donc une fois que cet argent a été débloqué, ils ont forcément récupéré ses bénéfices, mais personne ne sait s'ils ont finalement effectué un don pour cette... Yo. Ça me rappelle vaguement une histoire, ça. Yo, Mounir! Yo, ça dit quoi? Yo, ça me rappelle l'histoire d'Haïti, ça. Big 2010, après tremblement de terre, les Clinton font quoi? Utilisent la Croix-Rouge comme programme pour venir en aide à Haïti et tous ceux qui ont perdu leur maison et whatever. Il y a des gens qui ont fui, qui sont partis dans d'autres pays, ok. Mais bro, ils ont pris tous les fonds, versé, hein. We are the world, we are the children, fuck you. Ils ont pris tout l'argent, ils ont investi dans d'autres, hein. Ça investit à gauche, à droite, on redistribue l'argent entre élites. Et puis après ça, ni vu ni connu, hein. Quoi? Quel argent? Quel email? What? Hein? Cause. Voilà. Cet événement marque le premier problème judiciaire dans la vie de Sean Combs, et pas des moindres. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est presque un petit Astroworld. Enfin bref, après que sa réputation ait pris un sacré coup en passant dans tous les journaux de la ville, il va quand même continuer de travailler chez Uptown Records. À cette époque, Sean Combs se plaît dans son travail, mais il nourrit des ambitions plus grandes. Il souhaite avoir plus de pouvoir et d'influence dans ce label, et selon ses anciens collègues, il commence à montrer déjà des signes d'énervement quand les choses n'allaient pas dans son sens.
savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Il était un peu vu comme un sale gosse, qui pouvait hurler ou taper dans des meubles quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Et c'est notamment en raison de ses excès de colère que les gens vont commencer à lui donner le surnom de Puffy. I had heard he got the name Puffy because he would get so angry when like he wouldn't get his way when it comes to certain musical decisions or whatever that he would just get all puffed up. Yeah. And they started just calling him Puffy as a joke. Yeah, Puff Daddy. Yeah. Après des désaccords avec les dirigeants du label, Sean Combs est renvoyé d'Upton Records. Bon, en réalité, les raisons exactes du licenciement sont assez floues, parce qu'il existe plusieurs versions. Selon André Harrell, le fondateur du label, Diddy aurait été renvoyé car il semblait prêt à s'émanciper et à créer son propre business. So I told Puff, he needs to go and create his own opportunity. You red hot. I'm really letting you go so you can get rich. Mais d'autres versions beaucoup moins lisses vont voir le jour. Let me tell you exactly what happened. They up in that fucking marketing meeting, and Puffy cussed some motherfucking top Jewish executives. Ouh, no. KLR! KLR avec le raid. Big KLR, big salaire, big KLR partner Twitch. Les gars, KLR c'est le gang, hein. Équipe. The fuck out. Mais vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Seb, il a mis l'audio. Diddy, il a crié sur qui était quoi? Les gars, come on, man. Exactly what happened. They up in that fucking marketing meeting, and Puffy cussed some motherfucking top Jewish executives the fuck out. And cussed every motherfucking top executive out. Alors c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que peu de temps après son licenciement en 1993, il va créer son propre label, Bad Boy Records. Et avec ce nouveau projet, Diddy attire des jeunes artistes qui sont plus que prometteurs, même ceux qui étaient signés chez Uptown, comme Craig Mack ou encore The Notorious Big. Et après le premier album de Biggie, donc Ready to Die, Bad Boy Records va entrer dans une nouvelle dimension et devenir l'un des labels les plus importants de la côte est des États-Unis. À côté de ça, Diddy se met également au rap, et absolument tout lui réussit à cette période. Il devient rapidement riche, célèbre, etc. Et avec son label, il va bénéficier d'une certaine forme de pouvoir. On est à peine au début de sa carrière, mais c'est déjà à cette période que les choses vont déraper. Je vais voir s'il va parler des éléments de nouveaux importants. problèmes judiciaires apparaissent pour P. Diddy en 1999. Il est accusé d'agression envers Steve Stout, le manager du rappeur Nas. Tous répartis du clip Hate Me Now de Nas, qui présente des scènes de crucifixion. Diddy, qui est issu d'une éducation catholique, avait de base validé l'idée. Mais il a fini par demander à ce que cette séquence soit supprimée avant la diffusion du clip à la télé. Sauf que le clip sera diffusé tel quel, et ça, Diddy l'a pas du tout apprécié. Il va débarquer dans le bureau de Steve Stout en étant accompagné de ses gardes du corps, et ils vont l'agresser physiquement à grands coups de bouteilles de champagne. Alors, mini parenthèse, il y a des versions qui disent qu'il l'a frappé avec un téléphone, d'autres avec une bouteille de champagne, etc. Bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Suite à ça, Steve se retrouve avec la mâchoire brisée, avec un bras cassé, et va donc intenter une poursuite judiciaire envers Diddy. Diddy reste flou dans ses explications devant la justice, et nie avoir explosé une bouteille sur le manager. En revanche, il reconnaît avoir eu un mauvais comportement, et il s'excuse auprès de Steve. Mais, tu vois, va falloir dire la vérité. Il y a une raison pourquoi il protège l'image. Dans le temps, on n'était pas aussi alerte qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, si tu dis Jésus était noir, il y a des gens qui vont dire ouais, ça fait du sens. Surtout si on voit historiquement avec tous les éléments décrits dans la Bible, exemple. Oui, ça pourrait faire du sens que Jésus soit noir. Mais les Juifs veulent absolument nous faire croire que Jésus, il pouvait pas être noir. Jésus, il était juif, right? Mais si tu dépeins Jésus comme étant noir, ça motiverait d'autres négros à suivre et rester dans ce mode de pensée que Jésus, il est noir. Mais ça leur avantage pas. Diddy, c'est un pion. Bad Boy, je vais vous dire, l'industrie de la musique, c'est une pyramide. C'est un label qui est sur un label, qui est sur un autre label, qui est signé à un autre label. C'est comme ça qu'ils se distribuent l'argent. Tu sais même pas qui a la main dans tes poches. Bad Boy, regarde, Diddy, il avait son label sous, je pense que c'était UMG, mais Diddy, comment il est rentré là? Ce que Seb n'a pas dit. C'est littéralement les Juifs avec qui il insultait. Ils avaient des tactiques comme ça là. Se auto-saboter pour te sortir de ton contrat pour ensuite signer avec ou créer ton propre label puis signer avec un major. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui s'auto-sabotent, il y a des gens qui en un coup de fil
tu peux te faire exclure de toutes les salles, les portes et les opportunités, bro. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont fatigués de l'industrie de la musique. C'est des gens qui se sucent entre eux. C'est vrai. Il y a personne qui va te donner les clés de la réussite, les clés du succès, s'ils peuvent pas profiter de toi. Faut que tu les aies déjà servis, bro. Et puis pourquoi je dis l'image de les Juifs qui sont à la tête de la pyramide ou whatever, c'est que littéralement, pour que Bad Boy puisse prendre son envol et que Diddy devienne le pion de l'industrie, il a fallu qu'il gog un des gros gérants de UMG à l'époque. Ça a été prouvé. Même à travers le trial, ça dit quelles étaient vos relations avec telle personne. Mais ces gens-là aussi, ils ont d'autres relations. Le boss là de UMG, vous pensez qu'il est pas boss avec le mec avec qui a toutes les médecines, les Big Pharma, les Epstein, les Weinstein dans l'industrie du cinéma. Tu penses que ces gens-là se connectent pas? Entre big businessmen, tu penses que ces gens-là ont pas de relation entre eux? So bro, si tu voulais level up, va falloir que il y a une porte d'entrée, puis très souvent, c'est tu passes par Diddy, puis ensuite lui il va te connecter avec celui qui est plus haut, puis ça c'est seulement quand tu as atteint un certain salaire. Si tu es un Jay-Z, oui, je peux te connecter avec telle personne. Mais si tu es un petit je ne sais qui là. Wow. De ne pas avoir réussi à contrôler ses émotions, entre guillemets. Finalement, P. Diddy plaidera coupable pour harcèlement au second degré et l'affaire sera réglée à l'amiable avec un chèque de 500 000 $ en faveur de Steve. La justice condamnera P. Diddy à suivre une journée de formation en gestion de colère afin de l'aider à mieux gérer ses émotions et éviter que l'incident se reproduise. Bon, on va pas se mentir, une journée c'est peut-être un peu léger, surtout quand Steve, justement, juge que cette agression était une tentative d'assassinat. Enfin bon, on verra bien, peut-être que c'était suffisant la petite journée et qu'on n'entendra plus jamais parler des excès de colère de Diddy. Peu de temps après, P. Diddy est impliqué dans une fusillade dans une discothèque de Manhattan, aux côtés de sa compagne de l'époque, Jennifer Lopez, et du rappeur Shyne. D'après les témoignages de l'époque, une altercation entre Diddy et un autre client, Matthew Allen, aurait dégénéré en finissant par des échanges de coups de feu, blessant ainsi 3 personnes. Après l'incident, Diddy et J-Lo vont rapidement quitter les lieux à bord d'un véhicule, mais après une course-poursuite avec la police, ils vont finir par être interpellés. Lors de l'arrestation, une arme volée est retrouvée dans leur voiture. P. Diddy sera accusé de 4 infractions liées aux armes et d'avoir soudoyé son chauffeur, Wardell Fenderson, pour revendiquer la propriété de son arme. D'ailleurs, Fenderson déposera une plainte contre Diddy un peu plus tard en déclarant avoir subi des dommages émotionnels après cette fusillade. Les avocats des deux parties, qui ont convenu de ne pas divulguer les termes de l'accord, ont affirmé que l'affaire avait été résolue à la satisfaction de toutes les parties. Oui. Yo, quand t'as de l'argent, bro, tu vois tous les trucs que tu peux échapper. Tu vas jamais faire une journée en prison, bro. Tu vas pas goûter une cellule. C'est pour ça que le fait que P. Diddy, live, il soit incarcéré, ça me questionne sur tout ce qui se passe dans les bas-fonds de l'industrie. Yo, y a pas une célébrité qui dit, oh, à part Kanye. Y a pas une célébrité qui a pourtant assisté au Diddy Party qui en parle. LeBron James, t'es un des plus gros joueurs de basket. Sur les lives, c'était comme, there's nothing like a Puff Daddy Party. Maintenant, c'est silence radio. Puff Daddy, oh, non, on connaît pas. Je vais rien dire. Je vais rien savoir. J'étais pas là. De quoi vous parlez? Oh non, ça c'était en pandémie. J'ai jamais été dans les after party. Mais non. Diddy règle souvent ses problèmes à l'amiable. Et les gars, vous savez par quoi ils ont remplacé les Diddy Party? Attendez. Il y avait Mbappé, il y avait toutes les grandes stars internationales. Comment il s'appelle? C'est le owner des Sixers. Puis il est ami avec Michael Rubin. Les gars, Michael Rubin. White Parties. Hein? Vous vous êtes jamais questionné. Vous me dites, il y a des stars à l'international. Il y a une journée dédiée sur 365 jours où est-ce que tous ces gens-là ont congé pour assister à une fête. Dans quel monde est-ce possible? Genre toutes les big stars. Football, basket, cinéma, musique.
Toutes les stars. Il y a une journée où est-ce que tout le monde a congé. Il n'y a pas de conflit de calendrier. Il y a Mbappé. Il y a tout le monde. Vous vous êtes jamais questionné comment est-ce possible? Les Kardashians. Quavo, Travis Scott. Hein? Tom Brady, légende. Lil Wayne. Hold on. Drake? Tous ces gens-là ont été capables de s'arranger pour être là. Une journée spécifique. Donovan Mitchell. Oh my God. This is crazy. Non, jamais. Ok, c'est bon. I guess. An indictment in a sex trafficking operation could be imminent. Ces gens-là, ils ont des hectares et des hectares de maisons, de villas. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont se plaindre pour ces soirées-là? Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Aux États-Unis, tu mets le pied sur la maison de quelqu'un, il te dit, t'as le droit de le fusiller, bro. Surtout au Texas. A little less crazy. We'll talk about it. Welcome to Sidebar, presented by Law and Crime. I'm Jesse Weber. Okay, I'm going to talk about something that I really didn't think I would. Something that when I first heard it, I actually had no idea what this was even about. So this came up during multiple times during our live Q&A shows on the Law and Crime Network when we were covering questions on the Sean Combs case. And a name kept coming up in connection with Combs, and I couldn't understand it. Jonathan Oddie. Ah, now, les gars. Seb, il est concentré. To you, and I will explain why. But what I'm also going to do is try to break down and possibly debunk the connection between this man and Combs, but maybe not. Because as wild as some of his claims were, they may make sense now. We'll talk about that. The reason I say all of this is because after several bombshell lawsuits were filed against Combs, accusing him of sexual assault, physical violence, human trafficking, after federal agents raided his homes, reportedly pursuant to an ongoing sex trafficking investigation, all of these numerous videos and social media posts and old interviews and more, they've all popped up. Particularly in the last 2 weeks, people trying to make some connections between what he said or people said and these allegations. Now, to be clear, Combs has not been charged with any crimes connected to this raid. But his charges may be on the horizon and the investigation continues. There is something that has surfaced. This police... Mais, voyez ce qui est bizarre aussi que je trouve. Attends, wow, hold on. Ah, je passe sur la vidéo de... Mais non, je passe sur la vidéo de Seb. Yo, je suis un baiser. Yo, j'ai cru que j'étais sur la vidéo de Seb. J'étais comme, ok, Seb, il est concentré. J'étais sur la mauvaise vidéo. J'étais sur un autre lien quand je voulais vous présenter le truc. Mais, c'est quoi? Le truc avec Justin Bieber, c'est fou, hein? On va voir que ce ne sera pas la dernière fois qu'il va gérer ses galères en distribuant de l'argent à droite à gauche. Pour en revenir à l'affaire de la fusillade, Jennifer Lopez, elle, est libérée sans inculpation après 14 heures de garde à vue. Mais de toute ma vie, les gars, vous trouvez pas ça bizarre? Un RICO case, tu sais c'est pour qui on utilisait les RICO case? RICO case, c'est qu'on allait collecter la mafia. Parce qu'il y avait la loi de l'Omerta, il y a personne qui voulait parler. Donc, au lieu de se compliquer la tête, vas-y, on embarque tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu un RICO case? Un RICO qui, normalement, tu dois enfermer un tas de personnes contre une personne. On parle de sex trafficking. Des milliers, milliards, peu importe, des victimes, des gens partout en Amérique. Mais il n'y a qu'une personne qui est incarcérée. Organisation criminelle. Une personne en prison. Ok. Et Diddy, lui, il est acquitté de toutes les charges lors de son procès en 2001. D'ailleurs, cet événement va marquer la fin de leur couple, peu de temps après. Mais il y a un personnage de cette histoire qu'on oublie. C'est leur pote, Shyne, qui lui va être reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison.
Lors du procès, Shine évoquera la légitime défense. Il admettra avoir fait usage d'une arme à feu, mais uniquement contre Matthew Allen, qui pointait déjà son arme vers lui. Et surtout, il insistera sur le fait qu'il n'a jamais tiré sur des personnes extérieures à cette embrouille. Et justement, Natanya Robben faisait partie des victimes collatérales de cette altercation. Elle, qui a été touchée d'une balle au visage, a toujours assuré que la personne responsable de cette blessure n'est personne d'autre que Diddy. Mais le truc, c'est qu'aucun test médico-légal n'a été réalisé à l'époque pour prouver de quelle arme provenait telle ou telle balle. En parallèle à tout ça, Mark Curry, un ancien membre de Bad Boy Records, va insinuer publiquement que Shine avait reçu de l'argent pour qu'il prenne la responsabilité de cette fusillade. So L.A. Reid gave him $1 million to put out an album and the album never came out. I knew that when L.A. Reid went to give him that $1 million that was Puff giving him the money, but he had to give it through L.A. Reid. They never intended on giving him an album. So, les gars, est-ce que vous comprenez à quel point c'est deep cette industrie? Ça veut dire, moi en tant que label qui gère des millions et des millions, je peux me permettre de dire, toi t'es un employé chez n'importe quel label, je vais te donner l'argent pour que tu ailles donner lui. C'est pour son album. L'album sort jamais. Combien de personnes qui peuvent avoir... C'est le label à la fin de la journée qui décide de combien il te donne comme cachet, right? Puis c'est quoi les clauses du contrat? Bro, tu peux dire à cette personne 25 millions, tiens, pour toi. Alors que la personne vaut quoi? $1 million. Mais il y a une tactique de blanchiment d'argent parce que la personne que tu vas signer là, c'est sûrement un pimp, gang member, surtout dans le rap. Donc tu connais son CV. Tu sais qu'ils peuvent te ramener de l'argent, mais pas à travers sa musique, à travers ce qu'il fait. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas fake les chiffres, tu vas le faire paraître plus gros qu'il est. Comme ça, le gouvernement va jamais s'en douter. Ils vont se dire, ah ok, lui il a du buzz, il génère des revenus, il est dans des festivals. Hein. Festival, c'est jamais une seule personne. Hein. Concert, ok, festival, c'est autre chose. Donc tu vois à quel point ils peuvent trafiquer ton truc, hein, passer l'argent, redonner l'argent, blanchir l'argent, réutiliser l'argent. C'est un fucking système, bro. If they would have gave him $1 million for an album, wouldn't we have heard the album? Okay, so what you're saying is this is Puffy's way of paying Shine off for taking the rap for him. You're very smart. Toute cette affaire reste floue, et l'enquête pourrait être ouverte si de nouvelles preuves apparaissent, mais malheureusement, rien ne compensera les 9 ans qu'a passé Shine en prison. Les années passent, on se retrouve maintenant en 2003, et P. Diddy est à nouveau dans les problèmes. Après le lancement de sa marque de vêtements Sean John, des accusations surgissent sur les conditions de travail des ouvriers honduriens qui sont chargés de la production. Des travailleurs de l'usine située à Choloma vont rapporter des conditions de travail abusives, notamment des fouilles corporelles, des tests de grossesse obligatoires, des restrictions d'accès aux toilettes, des heures supplémentaires non rémunérées et des salaires très bas. Wow, test de grossesse? Restriction d'accès aux toilettes? Yo, what? Yo, wow. Mais dis tout de suite que c'est de l'esclavage. Le Comité national du travail va s'en mêler et confirmer toutes les accusations. Face à ça, Diddy va quand même réagir, notamment en licenciant les superviseurs les plus abusifs ou en autorisant la création d'un syndicat, et il n'y aura pas de suite à cette histoire. Peu de temps après, une nouvelle plainte est déposée contre le rappeur. Le cofondateur et ex-président de Bad Boy Records engage des poursuites contre P. Diddy en l'accusant de l'avoir forcé, sous la menace de violence, à céder 25% de ses parts du label. I had 25% of the company. I didn't know why he needed to get that back from me and then give it back to me again. I didn't understand that. That's like a trick. Like, okay, here, I gave it to you, now give it back, and don't worry, I'm gonna give it right back to you. Come on, bro. I didn't want to give it up. So he came into my office one day unexpected, him and Kenny Marsalis, they had it planned out. Kenny had the briefcase with all the stock certificates in it, and Diddy had the bat. Not like, I'm gonna beat the shit out of you with the bat, but he had the bat like, man, we got to do this. This has to happen. Yo, les gars, bro, c'est tellement sombre. D'ailleurs, ces 25% appartiennent aujourd'hui à la mère de Diddy. Ok, il a mis la daronne à l'abri, tout ça, mais la façon dont ça a été fait est très discutable, permettez-moi. Mais après tout ce qu'on vient de se dire, qui est vraiment surpris? Néanmoins, cette affaire a été classée en 2006 car le délai de prescription avait expiré.
Ensuite, ce sera le calme plat, aucune plainte en vue, peut-être qu'il a changé, on sait pas. Je rigole, ce calme va durer quelques mois, début 2007, Didi a encore des nouveaux problèmes judiciaires. Gérard Reschneitzer, un agent immobilier, passe la soirée avec sa fiancée et des amis dans le club d'un hôtel de Los Angeles. Alors que le groupe s'apprête à partir, Didi aurait approché la fiancée de Reschneitzer de manière insistante. L'agent immobilier se serait interposé, et Didi n'aurait pas apprécié. Selon la plainte, ce dernier aurait alors frappé Reschneitzer au visage, le faisant chuter au sol. Puis, il aurait craché sur un de ses potes. Et l'affaire s'est une nouvelle fois réglée, à l'amiable. C'est fou de pouvoir tout régler de cette façon. À l'amiable. Yo, si t'as le cash pour, juste, vas-y. Yo, au lieu d'aller faire ça en justice, tu sais que tu veux juste que je te dédommage, là. J'ai pas besoin d'être passé en prison. Viens, 100 000 cash, enlève ta plainte. Ouais, on serre la main. NDA, viens, on écrit ça sur papier. Vas-y, ok. Pouf! Dit qu'il y a bien un moment où ça ne va plus passer, eh ben non, ça semble juste être trop facile pour lui. Tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant, c'était encore soft par rapport à ce qui va suivre. On arrive à un tournant dans la vie de Didi. Il va, et malheureusement pour elle, rencontrer une personne qui va permettre au monde d'en savoir encore plus sur le vrai visage de P. Diddy. Cassie? Cassie Ventura s'est fait connaître au milieu des années 2000 avec son hit Me and You, qui a explosé dans les clubs et dans les classements, non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe. C'est à cette époque qu'elle rencontre Didi et il lui fait signer un contrat de 10 albums. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais ce contrat ressemble plus à une peine de prison qu'autre chose. Aucun artiste ne signait des contrats sur 10 albums, l'obligeant à être lié à une structure pendant, je sais pas, plus d'une dizaine. Yo, tu sors pas un album à chaque année non plus, hein. Dizaine d'années en fait. Et rien qu'avec. Et puis, comment ils jouent avec les termes, tu peux pas sortir une mixtape, sinon ça compte pas. Tu peux pas sortir un EP, sinon ça compte pas. Si tu sors un album, il faut que l'album soit approuvé. Si l'album est approuvé, des fois, il y a des features qui vont te demander. Ils vont demander que chaque son passe par eux pour qu'ils puissent vérifier. Bro, vous voyez à quel point c'est maladif, ce truc-là. Mais c'est comme ça que tu te fais baiser. Mais faut qu'une personne se fasse baiser pour que tu comprennes, ah, ok, je vais pas signer 10 albums. Toi, tu vas signer 5 albums. Ok, 5 albums, mais on va prendre ça en 360. 360, ça veut dire ton merch, tout ça, on va l'utiliser, ça va être à nous. Il y a des gens qui vont signer, se font baiser. Après ça, on envoie ça. Il y a des gens qui vont apprendre de cela. Ils vont essayer d'éviter les mêmes erreurs. Ok, on va signer, mais ça va être par album. Ok, deal distrib. Sauf que t'es pas très bien payé avec les plateformes de distribution. Nous, on a des relations avec Spotify, donc tu dois gérer avec nous pour qu'on puisse te faire passer sur toutes les plateformes. Si tu veux les shows, tout ça. Après ça, tu te fais baiser. Puis après ça, ça sort des gens indépendants qui veulent rien avoir avec l'industrie de la musique. Sauf que ils font combien de views? 500, 600, les plateformes ne les pushent pas. Parce que c'est eux qui le contrôlent. Tadam! L'industrie de la musique, les gars. Et t'as Lunatic. Sauf que toi, tu parles de la France. Mais si tu regardes le deal peut-être de Lunatic, peut-être qu'il se faisait baiser. Regarde Booba. Booba, il a commencé sous Lunatic. Ensuite, il s'est détaché de Ali. Je sais pas s'il avait les parts de Lunatic à lui tout seul. Mais il a créé son label 9-2i qui est sous un tel. Il a finesse Damso, il a finesse Sha, il a finesse... Je pense même qu'il aurait finesse sur ses featuring, peut-être. Après ça, c'est quoi? C'était Uncut, sa marque de linge. C'est les mêmes... Yo, prends le même système aux States et applique-le là-bas. Booba, il avait sûrement des affaires bizarres aussi. Booba, il était dans les White Police de Diddy. Mais ça, on va pas en parler. Ce contrat, on ressent déjà les prémices d'une certaine volonté de contrôle de Diddy sur la jeune artiste. Mais le plus déroutant... Après ça, check. Un se fait finesse, un va finesse l'autre. Si Damso, sur son label Vie, là, il a signé des artistes, c'est sûr qu'il les a finesse. T'as pas le choix dans cette industrie, t'as pas le choix. Au moins, c'est une pyramide. Tu t'es fait finesse, bon, finesse le prochain si tu veux rattraper ton argent. Reste à venir. Peu après, Cassie, alors âgée de 19 ans, et Diddy, lui, 36 ans, entament une relation amoureuse. Au début de leur relation, Diddy introduit Cassie au 36-19, ce qui va intensifier son emprise sur elle. Petit point de précision pour la suite, car on va parler du document d'accusation que Cassie a réalisé contre Diddy. En gros, un document d'accusation, c'est ce qui te permet de déposer une plainte pour conduire une affaire en justice. C'est donc des accusations d'un camp contre un autre, et la présomption d'innocence reste présente tant qu'il n'y a pas réellement eu de jugement.
C'est important de le rappeler, même si on va vite se rendre compte que tout est bizarre dans cette affaire. Au-delà de la gestion de sa carrière, Diddy commence à contrôler de plus en plus d'aspects de sa vie, notamment en lui donnant de l'argent et en finançant son logement, sa voiture, ses vêtements, etc., ce qui rend Cassie progressivement dépendante de lui. Cassie n'a finalement sorti qu'un seul projet, malgré son contrat de 10 albums avec Bad Boy Records. Le reste de sa carrière musicale s'est limité à des collaborations avec d'autres artistes. Par conséquent, ses revenus sont restés très limités, dépendants en grande partie de ce que Diddy lui donnait. À ce stade, sans le savoir, elle était déjà piégée dans une situation de contrôle dont il devenait difficile de s'échapper. Man, yo, attends. Tu sors avec la personne qui gère ton contrat, puis la personne peut te finesse, ne pas te donner de l'argent pour que tu restes sous son emprise. Yo, what the f... De plus, le comportement du rappeur serait devenu de plus en plus étrange. Par exemple, lors d'une rencontre avec la famille de Cassie, il a entendu la chanteuse appeler son grand-père par le surnom Pop Pop. Après avoir pris connaissance de ça, Diddy a insisté pour que Cassie utilise ce surnom lors de leur relation intime. Oui, c'est grave bizarre, et encore c'est peut-être l'élément le plus soft de son document d'accusation. Cassie va découvrir peu à peu des aspects de la personnalité de Diddy qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Il devient très jaloux, sanguin, voire même extrêmement violent. Si on se base uniquement sur son document d'accusation, elle aurait subi des violences conjugales à plusieurs reprises, et ça pendant près d'une décennie. Lors d'un de ces épisodes, après une soirée avec Jay-Z, Monsieur Combs a frappé Madame Ventura à plusieurs reprises dans une escalade, allant jusqu'à la frapper et la rouer de coups de pied. Il l'a ensuite jetée hors du véhicule sur la 5e avenue à New York. Elle a fini par réussir à héler un taxi pour rentrer à son appartement à Manhattan, où elle a pleuré de peur, réalisant qu'elle n'avait personne à qui confier ce qu'elle venait de subir, de la part de cet homme extrêmement puissant. Elle a passé les 3 jours suivants cachée dans son appartement. En janvier 2009, après que Monsieur Combs a appris que Madame Ventura a parlé à un autre manager lors d'une soirée à Los Angeles, il est devenu furieux. Elle espérait que cette conversation lui permettrait de faire progresser sa carrière et que Monsieur Combs en serait heureux. Mais au lieu de cela, il est devenu extrêmement en colère et l'a violemment sorti du club où se déroulait la soirée. Dans la voiture quittant le club, Monsieur Combs a frappé Madame Ventura. Mais yo, what the fuck? Ils sont en couple ou c'est son pimp? What the fuck? La poussant dans un coin du véhicule et lui écrasant le visage avec son pied. Un membre de la sécurité de Monsieur Combs, Roger Bones, a tenté d'intervenir pour arrêter l'agression, mais n'a pas réussi à calmer la situation. À leur arrivée, à la résidence de Monsieur Combs, Madame Ventura a tenté de s'enfuir, mais Monsieur Combs l'a poursuivi et lui a de nouveau donné un coup de pied au visage. Madame Ventura saignait abondamment et a été conduite de force à l'intérieur du domicile de Monsieur Combs, où elle a commencé à vomir en raison de la violence de l'agression. En prenant conscience des blessures infligées et des preuves physiques de son acte, Monsieur Combs a paniqué et a forcé son personnel à emmener Madame Ventura dans une suite de l'hôtel The London à Los Angeles. Elle a été contrainte de rester enfermée là-bas pendant 1 semaine. Vers cette époque, Cassie va poster une photo sur ses réseaux sociaux. Sur cette photo, on la voit souriante, mais avec le visage tuméfié. Brave. Tout avec une description sans aucune allusion aux violences conjugales qu'elle subissait. Ce post était sûrement un appel à l'aide, mais pas grand monde à cette époque n'a fait le rapprochement. Cassie aurait juste vécu l'enfer durant cette période, sans jamais avoir de vraie solution pour s'extirper de tout ça. Quand on dit que Diddy est quelqu'un de très puissant, ce n'est pas un euphémisme. Dites-vous que son entourage était tellement loyal envers lui que même les personnes qui étaient témoins de ses agressions n'auraient jamais pris le risque de se mobiliser contre lui. Il y avait même une partie où est-ce qu'il disait dans la plainte, genre, elle devait aller engager des gens, deux hommes prostitués, genre avec des longs pénis et tout, pause, pour la fuck elle. Ça veut dire qu'il payait, puis ensuite il se mettait dans un coin, peut-être qu'il filmait, peut-être qu'il se branlait, on sait pas, peut-être qu'il faisait du chantage avec la vidéo. Bro, tu vois à quel point son emprise était infernale sur une personne, bro? Imagine le reste. Il y a des gens qui doivent avoir vécu du sale. C'est fucked up. Contre lui. Du coup, Cassie se retrouve seule dans cette situation, sans aucun témoin, ni preuve, et tout ça face aux avocats de P. Diddy, qui sont parmi les meilleurs du pays. Elle est complètement piégée et va décider de garder toute cette situation sous silence pendant encore de nombreuses années. Vous avez sûrement vu la vidéo où le rappeur frappe la chanteuse dans un hôtel. Crazy. Ce jour-là, les membres du personnel de l'hôtel sont intervenus et ont donc été témoins de cette scène. Toujours selon le rapport d'accusation, Diddy aurait tenté de soudoyer les employés pour passer cette histoire sous silence. Cette vidéo, qui date de 2016, sera rendue publique près de 8 ans après l'agression.
Et quand on voit la violence avec laquelle Didi traitait Cassie, on n'ose même pas imaginer tout ce qui se passait en off. Quand la vidéo a été publiée par CNN, Didi a pris la parole sur ses... Resval, je vais te l'expliquer en de simples mots. Ces gens-là vénèrent l'argent. C'est l'argent avant tout. Puis l'argent peut seulement rester à une fine partie de la société. Si tout le monde est riche, il n'y a plus personne qui est riche, techniquement. Pour avoir des riches, faut que tu aies des pauvres. C'est-à-dire, si tu as des gens qui sont riches, c'est au détriment de certaines personnes. Si toutes les nations seraient correctes, des gens seraient repartis chez eux pour faire croître l'économie puis participer à l'économie aussi. Pourquoi nos parents sont-ils partis de nos pays d'origine? C'est parce qu'il y avait la misère. Pour aller où? Dans des pays industrialisés. Arriver ici, tu recommences, mais avec la misère. Puis faut que tu gravisses les échelons jusqu'à atteindre le tipiti top. T'arrives classe moyenne, tu vois, c'est séparé. Ce système-là, il n'est pas fait pour que tout le monde s'entende ensemble. Il est fait pour séparer. Autant religieux, tu vas pas t'entendre avec quelqu'un, tu préfères aller travailler pour d'autres compagnies parce que tu as eu des mauvaises ambiances avec le personnel de certaines compagnies. Donc, tu vois, tu vas jamais arriver à vraiment juste faire disparaître l'argent. Si tout le monde aurait de l'argent, il n'y aura pas de famine, il n'y aurait rien. D'ailleurs, vous avez entendu qu'est-ce qui arrive avec Bill Gates? Bill Gates et sa fondation, il a redonné 99% de son salaire. Bizarrement. C'est ça que je vous dis, techniquement là, ce qui se passe, moi, si c'est ma théorie, c'est que Puff Daddy, il a la liste de tous ceux qui ont participé dans les freak-off. Il n'a pas name drop encore personne. Lorsqu'il va aller en cours et qu'il va devoir sermenter devant, tu vois, la Bible, tout ça, et qu'il y aura des personnes présentes et des gens qui vont entendre ce qu'il va dire et qui vont reporter les informations. Même si tu dis que les médias, oui, est contrôlé par ces mêmes personnes qui étaient dans ces freak-off-là, il y a des gens qui, c'est juste du géry. Ils vont entendre ça, ils vont dire à d'autres personnes, bouche à oreille, ça va venir vite. Ça va aller vite. Et je pense que c'est ça, c'est du chantage qu'il fait. Et eux, ils utilisent quoi? Rico Case. On va mettre Didi sur un Rico. Comme ça, on va prendre tout ce qui l'appartient, les vidéotapes, tout ça, toutes les informations, on va les prendre. Mais Didi en prison, il fait même des appels à ses fils. Genre, il sait où sont cachés les éléments. Bro, je vous dis, l'argent, la façon qu'il est perçu chez certaines communautés, c'est comme si c'était Dieu. Mais, comme on te dit, money is the root to all evil. L'argent, c'est le diable. On n'est pas censé se séparer comme ça. Puis, toutes les grandes guerres, toutes les grandes... les conflits, peu importe ce qui est arrivé, les peines, le truc qui te rend égoïste, toutes ces mauvaises choses, part du fait que l'argent sépare les personnes. Tu crées une monnaie, tu crées ce truc qui fait en sorte que moi, juste parce que j'ai ça, je suis meilleur que toi. Tu sors dans la rue, juste parce que toi, t'as un toit, t'es plus riche que le SDF. Le SDF te regarde en bizarre, mais c'est à son détriment. Faut qu'il soit capable de subir cette peine pour que toi, tu puisses profiter du toit que t'as. Voilà ma théorie. Ces réseaux. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. Même en essayant à plusieurs reprises de s'éloigner, Didi restait toujours sur le dos de Cassie pour l'en empêcher. Bien qu'elle ait tenté de se réfugier auprès de sa famille ou de mettre un terme à cette relation toxique, il trouvait toujours un moyen de la retenir. Par exemple, en 2011, Cassie tente de quitter Didi et commence à fréquenter un autre rappeur. Appelez les lézards. Elle rapporte dans son document d'accusation que Didi les dragons célestes. Appelez comme tu veux. Et suite à ça, il va rentrer dans une colère qui va être démesurée. Monsieur Combs a trouvé le téléphone de Madame Ventura et a découvert des emails entre elle et Kid Cudi. Cela a mis Monsieur Combs en colère et il a pris un tire-bouchon manuel qu'il a placé entre ses doigts avant de se jeter sur Madame Ventura. Elle s'est enfuie et s'est réfugiée chez Kid Cudi pour échapper à la fureur de Monsieur Combs. Peu de temps après, un membre du personnel de Monsieur Combs a dit à Madame Ventura qu'elle devait juste parler à Monsieur Combs
malgré le fait qu'il était en cause. Madame Ventura, se sentant incapable de fuir Monsieur Combs et son réseau d'assistants, est retournée vers lui. Il l'a frappé plusieurs fois, puis lui a donné un coup de pied dans le dos alors qu'elle essayait de sortir. Elle est allée chez ses parents dans le Connecticut où sa mère a pris des photos des ecchymoses que Monsieur Combs avait laissées sur son corps. En février 2012, pendant la Fashion Week de Paris, Monsieur Combs a dit à Madame Ventura qu'il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu'il voulait s'assurer que Kid Cudi et ses amis seraient bien présents au moment de l'explosion. Peu de temps après, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé dans son allée. On va juste réduire les fréquences des pubs là. Je vais mettre ça ici. Allez. Récemment, un ancien garde du corps de Diddy a confirmé qu'il était fort probable qu'il soit à l'origine de cette explosion. Do you know about this car blowing up? I heard about that. I definitely heard about that. And I found it quite funny that the car actually did get blow up. So I would say that was accurate. I would say that. How do you blow up someone's car? Well, they got so many different things that you can make now. Cocktails and all type of other stuff. Alright, c'est good. But yeah, I heard about that. Bon, encore une fois, on a franchi un cap. Mettre une bombe dans une voiture, il était à 5 minutes, je l'ai mis à 3 minutes. À une tentative de meurtre. Ahmed, bien vu pour ce beau, mon frérot. Si ces faits sont avérés, ça en dit long, à mon avis, sur la violence que Diddy est prêt à utiliser pour garder Cassie auprès de lui. Et ça fait froid dans le dos. Petite parenthèse, mais on doit sortir du document d'accusation pour revenir en 2009. En 2009, des photos intimes de Cassie ont été publiées sur Internet sans son consentement suite à un piratage de sa boîte mail. À l'époque, ces photos ont circulé du document d'accusation pour revenir en 2009. En 2009, des photos intimes de Cassie ont été publiées sur Internet sans son consentement. Tactique de chantage, les gars, je vous dis. Suite à un piratage de sa boîte mail. Tout le dark web, là. Vous pensez qu'il se cache pas des... mail. À l'époque, ces photos ont circulé sur divers sites web, provoquant un scandale. Cassie a rapidement réagi en confirmant que les photos étaient bien d'elle, mais elle a également exprimé sa colère et sa frustration quant à cette violation de sa vie privée. Le truc, c'est que d'autres photos encore plus dégradantes vont parvenir entre les mains de quelques personnes, dont 50 Cent, qui en parlera ouvertement lors d'une émission de radio. They sent me the girl pictures of this girl, like, not the shit that y'all saw. Worse, way worse. Like penetration pictures, and I called the nigga, I said, yo, you fucking with this girl? Like, you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. I sent him the photos, the pictures and everything, and the nigga called back and was like, yo, thanks, man, yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shits from? They know, like, if something crazy is going on, if they send it to me, I'll make sure it get out there. Like, so they sent it to me. But, you know, I really kind of felt like those photographs was not happening because of Cassie. I felt like they was happening because of Puffy. 50 exprime... Yo, maintenant je comprends le combat de 50 Cent, bro. Non, mais 50 Cent, il a vu que c'était malsain ce qui s'était passé, bro. Puis il a toujours déclaré que Puff Daddy... Yo, Puff Daddy voulait l'emmener shopping. Quel grown-ass man va demander à un autre grown-ass man. Yo, love. Yo, je vois que t'es pas trop sapé, bro. Viens, on s'en va shopping, toi et moi. Viens, faut aller party, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Entre bonhomme, tu vois. Love. Come on, viens, je t'emmène shopping. Quoi, moi, je suis une bitch? Moi, j'ai pas mon propre argent pour que je me paye des trucs? Non, chill. Si c'est pour que j'aille shopping, donne l'argent dans les mains et moi, je vais aller shopping. Va pas m'emmener shopping comme si j'étais ta side bitch. C'est quoi? Faut que tu sortes la poche, comme dans Prison Break. Tu sors la poche. Tiens ça pendant qu'on va shopping. Moi, je te crache dessus, frère. Clairement son opinion. Et pour lui, si ces vidéos ont leak, c'est tout simplement la faute de Diddy. Pour remettre les choses dans son contexte, P. Diddy assume depuis des années être un amateur de freak-off. En gros, ce sont des orgies qui se déroulaient souvent après des énormes soirées qu'organisait le rappeur. Ces freak-off n'ont jamais été un réel secret pour lui, il en a même déjà parlé ouvertement à la télévision. You need the ladies, you need the booze, you need some water. For watering plants? No, I don't know if guys have noticed this, like a lot of ladies drink water at parties. They just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors.
Yo, il a dit ça dans le plus grand des cams à la télé, bro. 2025, tu dis ça, t'es fichu, t'es fou, quoi. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah. rock with me, but just check it out. You need Kinky. C'est quoi le mot d'alerte, le code red, genre vas-y, je veux plus participer au fuck-off, ça va trop loin. Ou une fois que il verrouille, c'est ce qu'il y a de plus dégradant. C'est comme les trucs à Dubaï. Les gens qui se font chier sur le chest là. Et les gars, je vous dis, dans le streaming world, ça arrive. Comme je vous avais parlé de Phantom, yo, Kai, avec l'université qu'il veut faire, prendre les plus gros créateurs de contenu, faire une villa, tout ça, pendant que ça crée du contenu. Ok, mais Kai, il est aussi dans les Met Gala, il est international. Moi, c'est sûr, ils vont signer des papiers où est-ce qu'ils se font filmer. Yo, oh non, c'est sombre. C'est ça l'affaire. You never know, c'est toutes des théories. a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat? You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Boy, oh boy. Diddy organise ses orgies dans les plus prestigieux hôtels américains et il y emploie des travailleurs du sexe, aussi bien des hommes que des femmes, et ça pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. On peut trouver ça bizarre, ça l'est, mais jusque-là, il n'y a rien d'illégal. Ces pratiques ne sont pas interdites par la loi américaine. En revanche, si une personne participe à cette activité sans son consentement, en y étant forcée par du chantage, une pression ou autre, c'est là où ça devient plus problématique. Selon le rapport d'accusation de Cassie, elle mentionne avoir commencé à participer à ces freak-offs de son plein gré, puis avec le temps, Diddy l'aurait tout simplement forcée à être présente régulièrement à ses orgies. En plus, on parle de soirées où l'alcool et surtout la drogue étaient distribués à profusion, et donc ça altérait complètement la notion de consentement. Diddy souhaitait observer Cassie avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes pendant que lui se touchait devant la scène et parfois il en profitait pour filmer. Et c'est exactement de là que proviendraient les photos qu'aurait reçues 50 Cent. D'ailleurs, Cassie a plusieurs fois supprimé toute photo ou vidéo pornographique où elle était impliquée, mais Diddy arrivait toujours à les récupérer. Une fois, alors qu'ils étaient assis côte à côte lors d'un vol, il l'a forcée à regarder une vidéo qu'elle pensait avoir supprimée, ce qui a renforcé son sentiment d'impuissance et rajouté une couche sur l'énorme emprise qu'il exerçait sur elle. Cassie mentionne également qu'elle était contrainte... Mais dans quel enfer t'es? Imagine si, peu importe si t'essayes de t'en sortir, de delete, de soigner ton image, de préparer ton escape, la personne arrive à te rattraper, bro. C'est quel genre d'enfer, ça? De sélectionner les travailleurs du sexe avec qui elle allait devoir coucher, et que Diddy supervisait un peu cette sélection en lui demandant de rechercher des critères bien précis comme large pénis noir. À cette période, Cassie était dans une situation où elle était incapable de lui dire non, alors que Diddy lui imposait de participer à ses freak-offs au moins une fois par semaine. Et quand elle exprimait son refus d'y participer, le rappeur devenait juste violent avec elle. Donc, elle y participait au point d'en devenir malade, de vomir plusieurs fois avant et après les orgies, ce qui l'aurait mis dans un état d'anxiété constant. Imagine la chambre d'hôtel, vomi, de la merde, du sperme, du sang peut-être. Tout ce dont on vient de parler, sauf le passage avec 50 Cent, est issu du témoignage de Cassie dans son document d'accusation du 16 novembre 2023, et évidemment, je n'ai pas pu mentionner toutes les choses qu'elle aurait subies de la part de Diddy. Mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour aller le feuilleter. Mais qui dit document d'accusation dit plainte, et qui dit plainte dit procès. Et si on résume, Diddy est accusé de viol et violences sexuelles, agression physique et violence conjugale, trafic sexuel impliquant des travailleurs du sexe, menaces et intimidation. Les charges sont très lourdes, mais vous ne devinerez jamais comment cette histoire s'est terminée à l'amiable. Encore une fois, Diddy a réussi à s'en sortir. On dirait une blague, mais non, c'est réel, malgré toutes les dingueries dont il est accusé, il n'a pas été jugé. On ne sait pas exactement les termes de l'accord, mais Diddy a sûrement donné un montant important à Cassie pour esquiver le procès. Selon les rumeurs, on parle de 30 millions de dollars. La procédure judiciaire a donc été abandonnée, mais grâce à ce document d'accusation, Cassie a semé la première graine. Elle a permis de révéler un côté sombre de Diddy, soigneusement dissimulé par lui et par son entourage. On pourrait penser que Diddy a finalement réussi à s'en sortir et qu'il va pouvoir passer la fin d'année 2023
tranquille, mais non. Tout va pas se passer comme il l'aurait espéré. À la suite de la plainte déposée par Cassie, plusieurs autres victimes présumées vont se manifester. Elles accusent Didi de faits graves, allant d'abus sexuels à du trafic sexuel présumé. Certains seraient même mineurs au moment des faits, et ces actes remonteraient même jusqu'aux années 90. En tout, il y aurait au minimum 6 plaintes civiles contre lui entre novembre et décembre 2023. Il va nier en bloc toutes les accusations et se dira victime d'un lynchage médiatique. Mais ces histoires sont loin d'être terminées pour autant, c'est même plutôt l'inverse. Plus on avance dans le temps et plus les plaintes et les témoignages vont être rendus publics. Et Didi a beau avoir de l'argent, du pouvoir, les meilleurs avocats, à un moment donné, ça fait pas tout. Le tuyau commence à être... Au début des années 2020, P. Diddy va avoir l'idée de sortir un nouvel album, The Love Album of the Grind, qui a pour but de remettre sur le devant de la scène le R&B, qui est clairement à bout de souffle dans cette période. Pour ça, il va s'entourer de producteurs spécialisés dans ce domaine, dont Rodney Jones, surnommé Lil Rod. Lil Rod va travailler sur le projet pendant plus d'1 an et ira même jusqu'à vivre avec Diddy pendant près de 9 mois pour avancer sur l'album. Ce qui devait être une bête d'opportunité professionnelle se serait très rapidement transformé en une situation horrible pour Lil Rod. Diddy lui avait proposé 29 000 $ pour travailler 13 mois et participer à la création de 9 chansons. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais en réalité c'était bien en dessous de ce que Rodney Jones devait percevoir. Il va donc refuser et aurait proposé 20 000 $ plus des royalties, plus l'apparition de son nom dans les crédits pour chacune des 9 musiques. Un accord oral aurait été accepté par Diddy, qui aurait même promis qu'en travaillant sur ce projet, il allait obtenir des biens immobiliers, des opportunités avec des artistes importants, des contacts importants, et même un Grammy Awards. Ça peut paraître absurde, mais Diddy est tellement puissant que toute cette conversation était potentiellement crédible. Une fois arrivé à la résidence de Miami, Lil Rod va travailler sur le projet comme prévu, et sur les 9 sons pour Diddy. Sauf que cette résidence qui se déroulera entre Miami, Los Angeles, dans des yachts ou même dans des pays étrangers, va rapidement ressembler à une prison dorée, où il n'aura pas l'autorisation de rendre visite à sa famille ou à ses proches, sous la menace de ne pas être payé, et qu'il serait blacklisté dans le milieu. Au final, Lil Rod aurait été payé comme Diddy lui avait proposé de base, soit 29 000 $ sans royalties ni crédit, mais selon certains témoignages de Lil Rod, il n'aurait tout simplement pas été rémunéré du tout. Bro. Yo, you got me fucked up, bro. Oh, wow. Tu vois comment tu dois surveiller tes arrières avec ces millionnaires, billionnaires? Ils te proposent quelque chose, après ça, il dit, vas-y, viens, embarque avec moi, viens, on va aller faire une... Nah, viens, on va plutôt aller dans un studio, tu vois. À telle heure, comme ça, c'est ouvert. Non, mon horaire, vas-y, calme. C'est comme ça, ils vont t'amadouer, tu vois. Tranquillement, ils te reel in. Et si toi, tu mords à l'hameçon, GG's. Et c'est en partie à cause de ce conflit financier que Lil Rod va attaquer en justice Diddy et rapporter ce qu'il aurait vécu pendant les 9 mois où ils ont travaillé ensemble lors de la résidence à Miami. On va maintenant se pencher plus en détail sur ce nouveau document d'accusation. Pour commencer, cette plainte ne vise pas uniquement Diddy, mais aussi son fils Justin Deyer Combs, Lucian Grange, le CEO d'Universal Music, l'acteur Cuba Gooding Jr., Christina Koram, le bras droit de Diddy, et les labels de musique Motown, Universal... Ok, oui. En plus avec Drake, qui est en train de, tu vois, fight avec UMG. Yo, qu'est-ce qui se passe? La guerre, yo, c'est une guerre mondiale économique. Records, ainsi que l'entreprise de P. Diddy, Combs Global. Ça fait beaucoup de monde. Et en vrai de vrai, on va mettre de côté tous ceux qui sont concernés par les violations de contrats oraux, les impayés, etc., pour se concentrer sur ce qui a réellement conduit Diddy à être incarcéré à l'heure où je vous parle. Premièrement, alors que toute l'équipe était dans un studio de Los Angeles, une embrouille va éclater entre Diddy et un ami de son fils, qui dans le document d'accusation porte le nom de G. Quelques instants plus tard, des coups de feu sont tirés. Le bruit semble provenir d'une salle de bain, et vu que Rodney est à proximité de cette pièce, il y arrive rapidement. La porte s'ouvre, et Diddy ainsi que son fils Justin sortent de cette salle de bain en laissant derrière eux G au milieu d'une mare de sang. Lil Rod va avoir comme réflexe de venir au secours de G et demandera à ce qu'une ambulance soit appelée le plus rapidement possible. Malheureusement, G décédera rapidement de ses blessures. Face à la situation, Diddy aurait donné une consigne simple aux témoins de la scène. Quoi qu'il arrive, il n'a aucun lien avec ce qui vient de se passer. Il savait que Rodney et les autres personnes présentes à ce moment-là allaient être interrogées par la police, et il leur aurait demandé de mentir en disant que G aurait été victime d'un braquage à l'extérieur du studio. Ce qui est fou, c'est que ça va passer, et que les forces de l'ordre auraient carrément même validé leur faux témoignage. Pourtant, la police de Los Angeles s'est bien rendue dans le studio, et selon Rodney Jones, il serait rentré dans la salle de bain où le meurtre a été commis.
Sauf que dans le document d'accusation, Rodney va fournir des photos de la scène de crime pour montrer que tout ceci n'était qu'un mensonge et qu'en réalité, cette scène s'est bien déroulée dans le studio et non à l'extérieur. Il va également mentionner que des accords de confidentialité auraient été distribués à toutes les personnes présentes dans le studio ce jour-là, et que par peur de se mettre Diddy à dos, personne n'aurait raconté ce dont ils avaient réellement été témoins. Dans un article qui n'existe plus aujourd'hui, TMZ aurait relayé une déclaration de l'avocat de Diddy, affirmant que les principaux suspects de ce meurtre seraient en attente de leur procès. À aucun moment, Diddy ou son fils seront inquiétés vis-à-vis de cette affaire, et je trouve ça fou quand même qu'on n'en ait pas plus entendu parler que ça. Ça reste un meurtre, quoi. C'est pas une petite bêtise. Et là... What the fuck, bro? Bodies! Comme si c'était rien. Ah, c'est juste une erreur. Yo, calcule pas. Dis rien du tout. Si le Ronnie avait pas pris une photo, juste pour se préserver. Oh, man. Je pense qu'on se dit tous la même chose. Comment est-ce que c'est possible d'étouffer une affaire comme ça? Selon Rodney Jones, il y a une personne très importante dans les réseaux de Diddy qui a permis d'influencer la police. C'est Fahim Mohamed, le responsable de la sécurité de Diddy. Et ce gars-là, c'est principalement lui qui donne à Diddy énormément de pouvoir par rapport à la loi, car il aurait avec lui les flics de Miami et de Los Angeles. Donc on peut imaginer qu'il est facile pour Fahim de faire passer sous les radars des choses illégales comme la drogue, les armes, les meurtres ou les vies. Et on verra tout à l'heure que tout ça, ça va avoir une importance dans les chefs d'accusation qui mèneront à l'arrestation de Diddy. Mais cette histoire est loin d'être la seule à être horrible dans le document d'accusation de Lil Rod. On va maintenant parler des passages sur le harcèlement et les agressions sexuelles qu'il aurait subies. Diddy aurait rapidement adopté un comportement inapproprié envers Rodney Jones. Par exemple, il l'aurait forcé à le rejoindre dans sa salle de bain pendant qu'il prenait sa douche, prétextant avoir besoin de quelqu'un pour enregistrer les idées et les mélodies qui lui venaient en tête à ce moment-là. C'est bizarre comme move. Yo, my bad à la victime. Rodney, yo, force à toi, mon frère. On te dit, viens dans la salle de bain. Peu importe t'es qui. Même si ce serait une meuf, elle pourrait dire directement que tu l'as agressé ou whatever. Yo, non. Ça, c'est le meilleur setup ever, bro. Imagine... Oh. Come on, dog. Move, mais ce n'est pas fini. Pendant toute la période où il a vécu avec P. Diddy... Si t'aurais dit, yo frérot, j'ai un bout de savon là, juste derrière le dos, tu pourrais pas me l'enlever s'il te plaît? Rodney a été la victime de palpations non sollicitées et non consenties, notamment au niveau de son anus. Aïe, ma faute gang, c'est une victime. De la part du rappeur. Rodney était juste hyper mal à l'aise et il en a parlé à Christina Koram, l'assistante de Diddy, qui lui répondra en mode « Tu sais, Sean restera toujours Sean. » Diddy va continuer à insister au... Yo, tu joues avec mon anus, my bad. Yo, somebody gotta die. C'est ou bien moi ou bien toi. Près de Lil Rod, il savait que Rodney admirait le producteur américain Stevie G. Diddy va se servir d'une vidéo pornographique pour tenter de le convaincre d'avoir des relations sexuelles avec lui, en mode « C'est normal ce que je te demande, regarde, même Steve G l'a fait ». En vérité, cette vidéo est présente dans le document d'accusation et il s'est avéré que ce n'était pas Steve G, mais bel et bien un acteur de film X qui lui ressemblait beaucoup. Diddy aurait également mentionné d'autres rappeurs avec qui il aurait eu des relations intimes, dont un qui viendrait de Philadelphie et qui serait sorti avec... Yo, Meek Mill, si l'audio clip là qu'on a entendu c'est toi, mon bro, oh my god. Oh my god. Avec Nicki Minaj. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand ce rapport d'accusation a été rendu public, tout le monde a désigné ce rappeur comme étant Meek Mill. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un audio complètement fake d'un pseudo-ébasexuel entre Diddy et Meek Mill tournera un petit peu partout sur internet. Hey yo. Je mets pas l'extrait. Les gens ont même retourné internet pour trouver des vidéos qui pourraient montrer une attirance entre les deux hommes. Man, you doing it, man. You deserve it, daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. Come on, man. Come on, man.
Bon, on va pas passer plus de temps sur cette affaire. C'est vrai qu'il y a quelques vidéos bizarres qui pourraient aller dans le sens de cette théorie avec Meek Mill, mais pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. La manipulation de Diddy ne se serait pas arrêtée là, car c'est à ce moment-là qu'il aurait garanti à Rodney le titre de producteur de l'année aux Grammy Awards, seulement s'il acceptait d'avoir des relations homosexuelles. Rodney serait tombé dans ce piège tendu par le rappeur et son équipe, et il aurait fini par céder au pressing de Diddy. Hey, yo, bro. C'est à ce moment-là que l'alarme, normalement, elle sonne, non? Hey, yo. Aux alentours du 2 février 2023, Rodney explique s'être réveillé nu, étourdi et confus. Il était dans un lit à côté de 2 travailleurs du sexe et Diddy. Il dit ne pas avoir compris comment il était arrivé là et pense avoir été drogué à son insu. Un peu comme avec la plainte de Cassie, on remarque que l'utilisation de diverses drogues est également mentionnée dans ce document d'accusation, et on va voir par la suite qu'ils ne seront pas les seuls à mentionner leur utilisation à des fins sexuelles. Pour Rodney Jones, tout ce que l'on vient de se dire, c'était un moyen pour Diddy de le préparer progressivement à le refiler à certains de ses amis. Oui, bro. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Même dans l'industrie française, c'est obligé. Moi, je me demande si Diddy a vraiment autant d'influence qu'il le prétend. Bro, est-ce que tu connais la boisson... c'est quoi encore la boisson alcoolique, là? Fuck. Le terme m'échappe. Pas Diageo. Ciroc. Si je te dis Ciroc et que Diddy, il avait des liens avec les owners du Ciroc qui le payaient, la conversation s'arrête ici, là. Il y avait un temps où c'était populaire à cause de Diddy d'avoir Ciroc. Là, t'avais à gauche, à droite des gens qui parlent leur boisson alcoolisée. Come on, man. Si tu penses que Diddy, c'est un pion, c'est juste... Diddy, c'est une grosse pièce, là, sur le terrain d'échecs. Il a de l'argent et c'est un billionnaire. Private jet, ce que tu veux, mansion, il les avait, les connexions, il les avait. Mais dans ce game-là, c'est pas une game de combien d'argent t'as. Ton influence, c'est qui tu connais. Qu'est-ce que t'as contre qui? Moi, j'ai une vidéo de toi qui te compromet. Lui, il a une vidéo de toi qui te compromet. Ensuite, c'est le chantage. Les gens que tu connais, qui connaissent quelle personne qui peut nuire à son business, whatever. Yo, bro, c'est une game de... Il parle de networking. Le networking, si tu penses, c'est être body avec tous ces gens-là. Non! Le networking, c'est quel secret tu connais sur quelle personne. C'est pour ça que si Diddy, il appelle un label, par exemple, chez Sony, pour dire « Yo, j'ai tel artiste là, il est très fort. Tu pourrais le signer ?» Diddy, il a sûrement des vidéos contre les owners de Sony. Eux, ils vont le signer lui. Et après ça, peut-être, ils vont donner les parts de... Yo, bro, c'est comme ça que ça marche. C'est des liens. Pourcentage de telle personne parce qu'il t'a référé à tel endroit. C'est pour ça que c'est difficile à démêler un peu toute la toile d'araignée. Tout le monde est connecté avec tout le monde. C'est ça le networking. Tout le monde a de la merde sur tout le monde. Epstein, il a fait 2 jours. Yo, Epstein, il est rentré en prison. Tu savais qu'il avait des vidéos, des trucs compromettants. Yo, avec des presses du UK, des politiciens. Eux, ils ont dit, non, arrête. On va s'en débarrasser direct. En prison, ils ont... Yo, what? Mais ça, ils peuvent l'utiliser qu'une seule fois, hein. Si Diddy, demain, il tombe, mais non, les gens vont dire, ben non, ça fait 2 fois, arrêtez. Là, vous faites exprès, là. Vous nous prenez pour des cons. Ils peuvent pas merder, là. Diddy, c'est pour ça que, même, je pense que c'est interne. Je pense qu'il y a vraiment des conflits à l'intérieur même, entre, par exemple, la FBI, CIA, tout ça, là. Donald Trump qui rentre en pouvoir, le pape qui est américain. Il y a plein de trucs qui se positionnent. Maintenant, on va savoir c'est quand que c'est quand que le bal va être lancé. C'est quand que la bombe va éclater. C'est quand tout le monde va apprendre la vérité. Quelle vérité? On sait pas. Le temps, moi, je sens le temps ralentir. Je sens qu'il y a ce truc-là, cet élément. Même Drake, qui sue UMG qui doit révéler les secrets. Mais si, par exemple,
le conflit là, Drake-UMG, ça va en cours. Drake, il gagne. Après ça, l'État peut aller contre UMG, révéler toutes les... Bro, vous vous souvenez que P. Diddy, il a pissé sur Drake? P. Diddy, il a sorti son pénis et il a pissé sur Drake. C'est quel genre de pratique? C'est quel genre d'humiliation? Mais toute l'industrie doit voir ça, c'est comme... C'est malade mental. Qui fuck pas avec qui? Yo, après ça, Drake, il est en lien avec, exemple, Toronto, il participe à l'économie de Toronto. Kendrick, peut-être il est là-dedans aussi. Yo, pour moi, eux tous sont là-dedans. Il y a des gens qui ont des valeurs morales, mais c'est très limité. Parce que tout le monde y fait partie. Donc, oui, que t'aies volé un bonbon ou que t'aies volé une Mercedes, t'es quand même un voleur, hein. Tu fais partie du système. Si tu gardes le silence, tu dis rien, tu fais partie du système. T'es coupable aussi. Mais s'il fallait arrêter tout le monde qui sont coupables, ça va trop loin, bro. Peut-être même que la personne, le juge qui est assis là, a été capable de s'asseoir là parce qu'il a profité du fait que, exemple, le patron du UMG a payé sa caution ou a payé ses études universitaires. Yo, ça va trop loin, c'est trop deep. C'est trop deep. Qui est connecté avec qui, c'est familial. Des fois, c'est les enfants, c'est sur le nom des parents, mais les enfants aussi peuvent reprendre, déléguer tout de suite, vas-y, on met. Après ça, si je vais en prison, j'ai pas de bien sur mon nom, donc la richesse est conservée. Mais bro, oh, come on, bro. Comment démêler le tas? C'est trop difficile. Faudrait les prendre tous. Mais qu'est-ce que tu peux prouver? Et même si tu pourrais prouver, par exemple, t'as des éléments, tu vois, Cassie, le beatmaker, tout cela, eux, ils ont déjà des vidéos compromettantes ou des trucs compromettants à leur insu. Eux, peut-être, ils ont pas peur avec leur image. Donc, vas-y, on révèle tout. Tout est déjà là. Vas-y, rendu là. On n'a rien à perdre. Mais il y a des gens qui ont beaucoup trop à perdre, qui préfèrent garder le silence, s'éloigner. Il y a des gens qui vont communiquer avec les forces de l'ordre, mais voilà, j'ai commis tel et tel acte. Si par exemple, il y a un violeur qui était ami avec P. Diddy qui décide de snitch, ok, mais faut que tu avoues tous tes crimes. Oh shit, là ça va loin. Si tu veux être protégé, faut que tu avoues des trucs. Alors j'ai eu tel truc avec tel truc avec tel truc. Bro, c'est ça. Puis tu vois dans le lawsuit de Drake qui dit UMG, vous avez laissé passer des termes comme Kendrick qui m'appelle un pédophile passé. Et regarde, UMG te dit carrément, ben oui, t'as traité Kendrick de wife beater, tu parlais de slave, tout ça. Et après ça, comme Uno Reverse Court, Kanye, il sort un son, hein, avec tel truc, HH, comme tu sais bien. Donc, les plateformes se disent, on boycotte, mais ça prouve que les plateformes, vous parlez entre vous. À chaque fois que ça va sur SoundCloud, boycotté. Ça va sur Deezer, boycotté. Ça va sur Spotify, on veut pas en parler. Apple, on veut pas en parler. Oh, ben, mais comment ça? Normalement, c'est freedom of speech, non? C'est américain, ça, freedom of speech. Mais là, tu vas être capable de prouver pas mal de trucs. T'as beaucoup d'éléments, de preuves contre UMG, les tactiques. Mais ces gens-là, ils savent. Kanye, il a joué le jeu trop longtemps. Kanye, il a avoué. Yo, quand Kanye a dit, yo, j'ai sucé la graine de mon cousin. Pause. Maintenant, s'il y a une vidéo de Kanye qui est en train de gog, tu vas dire, ben oui, il avait dit pour son cousin, c'est normal. Peu importe ce qu'ils vont sortir sur Kanye, c'est pour ça qu'il dit, Kanye, il est free. Freedom, il y a personne qui a de la merde sur Kanye. Mais il faisait partie de l'industrie. C'est-à-dire, il a plus peur de peu importe l'élément de preuve qui sort. So, si les trucs avec Kardashian, le fait qu'il veut protéger ses enfants, là, ça joue aussi avec. J'ai pas suivi. Si t'as pas suivi, t'es le seul, bro. Est-ce que y en a d'autres qui ont pas suivi ce que j'ai dit? Parce que pour moi, dans ma tête, ça fait trop de sens. C'est pour ça que je vous dis, tout est lié. Mais, il dit de la merde, mais faut que tu comprennes le message et non pas que tu t'attardes à ce qu'il dit. Si tu comprends pourquoi il le fait, tu comprends quel combat il mène. Kanye te parle de indépendance. Kanye, il a créé son brand, Yeezy, il a créé toutes ses affaires.
Mais s'il se fait boycotter, ça veut dire quoi? Ça prouve que ces sociétés-là parlent entre eux. Que tout le monde fuck dans un milieu où est-ce qu'on est interliés. C'est entre nous. Si je te dis, mets pas telle personne sur ton album, mets pas telle personne sur ta plateforme, tu le mets pas. Et t'es pas censé faire ça aux États-Unis. Il y a une loi qui dit que le monopolisme, c'est pas censé arriver. Tu peux pas contacter d'autres personnes, tu peux même pas payer la radio pour faire passer tes sons. So, la tactique, c'est que tout le monde se place, se positionne pour justement avoir des éléments de preuve contre les plateformes. Kanye pourrait sue UMG, il a tous les éléments possibles pour les mettre en justice. Mais après ça, il va falloir témoigner. Si Kanye veut témoigner pour lui-même. UMG, GG's. Come on. Come on. Yasboy, c'est pour ça que je te dis, pour moi, tout ça est interlié. Moi, je vois plus le truc comme, ah, tel élément, c'est pour tel élément c'est pour tel élément. Non, pour moi, tout ça fait un tout. L'industrie générale américaine est interliée. Pendant son séjour avec Diddy, Rodney aurait côtoyé plusieurs personnalités publiques et aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles de leur part. Par exemple, il accuse l'acteur Cuba Gooding Jr., que Diddy lui aurait présenté, en lui demandant de rester avec lui pour faire connaissance. L'acteur, qui a plusieurs fois été inculpé pour agression sexuelle, aurait alors commencé à avoir un comportement dérangeant, en passant son bras par-dessus l'épaule de Rodney, en lui caressant le bas du dos, l'intérieur des cuisses, etc. Rodney aurait repoussé les avances de Cuba et se serait éloigné de lui, sauf que le problème c'est que, là encore, Diddy n'est pas intervenu, et selon Rodney, il semblait même carrément approuver ce comportement comme s'il souhaitait que cette agression se produise. Et pareil pour l'agression qui se serait déroulée le jour de la Thanksgiving 2022, Rodney se serait retrouvé dans la résidence de P. Diddy à Miami, en compagnie de Young Miami et de sa cousine. Selon ses déclarations, Diddy, apparemment sous l'emprise de substances, lui aurait proposé de la cocaïne. Il aurait refusé et se serait rendu aux toilettes. C'est là que la cousine de la rappeuse américaine Young Miami serait entrée brusquement, l'aurait touché de manière inappropriée, puis aurait pratiqué une fellation sans son consentement. Toujours d'après Rodney Jones, il l'aurait repoussé, mais elle l'aurait suivi, se serait déshabillée et aurait persisté dans le but d'avoir un rapport sexuel avec lui, tout ça devant Diddy et son personnel, qui ne sont pas intervenus et qui ont regardé la scène. Au final, il aurait réussi à la repousser, mais encore une fois pour Rodney, Diddy ne semble pas juste passif à ces situations. Selon lui, s'il subit ces agressions, c'est parce que Diddy aurait demandé à la cousine de Young Miami et à Cuba Gooding d'agir de la sorte. Et quand la situation n'allait pas dans son sens, Diddy aurait jonglé entre chantage, menaces physiques, menaces morales. Come on, man. Selon le rapport de Rodney Jones, il aurait même... Et vous pensez que... what's my man's name? Biggie Smalls, il savait pas tout ça? Il y a pas une raison pourquoi on fusille Biggie Smalls? Il y a pas une raison pourquoi on fusille Tupac? Oh! Il y a des gens qui doivent mourir aussi, hein. Il y a des gens qui révèlent des secrets parce qu'ils sont tannés. Oh non, 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 mon ami. Slow down. Fa! Menacé de lui manger le visage. C'est fou comme menace. Je vais te manger le visage. Diddy aurait aussi déclaré qu'il serait prêt à tuer sa propre mère, Janice Combs, pour obtenir ce qu'il voulait. Il aurait ajouté que s'il était prêt à aller jusque-là, il ne réfléchirait pas à 2 fois avant de faire du mal à Rodney. Bon, du coup, Rodney Jones n'a pas vraiment eu le choix, et il s'est vite plié à exécuter tout ce que Diddy lui demandait de faire pour lui, comme se livrer à des pratiques sexuelles, ou de sélectionner des travailleurs du sexe pour les intégrer, au freak-off par exemple. Et justement, Rodney amène un nouveau point important dans son document d'accusation. Il mentionne qu'il y aurait également eu des mineurs lors de ces soirées, et qu'il aurait forcé toutes les femmes présentes, donc y compris celles qui étaient mineures, à boire de l'alcool mélangé avec de l'ecstasy. Il a joint à ces accusations des photos des prétendus mineurs. Ces photos ont beaucoup tourné sur internet et au final il s'est avéré que les personnes concernées se sont reconnues et ont mentionné qu'elles étaient totalement majeures au moment de cette soirée. Mine de rien, cette accusation change beaucoup de choses, parce que Diddy passe d'un potentiel agresseur et trafiquant sexuel à un potentiel pédophile. Et le but de cette accusation était sûrement d'ouvrir une brèche et de motiver de potentielles victimes mineures à également aller porter plainte contre Diddy, et vous savez quoi, c'est exactement ce qui va se passer. Avant d'aller plus loin, je voulais prévenir qu'on ne pourra pas parler de tout ce qui est mentionné dans le document d'accusation de Rodney Jones. J'ai fait le choix de prendre ce que je considère être le plus important, mais vraiment, ça nous aurait pris trop de temps à tout décortiquer. Ou sinon, yo, tu penses que... Yo,
Yo, à l'époque, des filles du roi, vous pensez elles avaient quel âge quand elles devaient venir ici? Vous pensez... Yo, l'histoire se répète. Vous pensez ces gens-là, à l'époque, quand ces meufs-là avaient 13, 14, 15 ans, là, qui devaient venir ici, selon l'église catholique, pour enfanter, fonder des familles, là. Puis c'était 5, 10, 15 enfants, là. Mais ce que vous comprenez pas, et comment fonctionne ce système, c'est si tes enfants sont... Si toi, t'es endoctriné, et que ton ou ta partenaire est endoctriné, et que vous faites des enfants, tous ces enfants-là sont automatiquement endoctrinés sous l'église. Maintenant, si tu es capable d'en faire 10, 15, hein, que ceux-là sont capables d'en faire 10, 15, accouplez-vous, vas-y. Même si c'est des mineurs, vas-y, faites-les. Après ça, là, ces gens-là, ils vivent avec des modes de pensée qui étaient acceptés à l'époque, que maintenant on voit comme, wow, wow, bah, c'est un bizarre. C'est pas la même époque, right? Mais c'est les mêmes êtres humains. Je sais pas qu'est-ce qui a changé à part la mentalité. Ou à part le fait que les gens sont réveillés. Comme, bro, à l'époque, c'était pas mal vu, là. 45, 13 ans, pour eux, c'était totalement normal. Mais tu penses que les gens qui ont 15 ans, qu'ils ont eu affaire avec des gens plus vieux, là. Tu penses que au fur et à mesure, même dans l'éducation des enfants, ça s'est pas enseigné, ça s'est pas normalisé pour eux? Il y en a qui vivent encore avec les mœurs de leur époque. Une personne, à l'époque, tu sortais, tu avais 25 ans, tu sortais avec une fille de 16 ans, hein, qui était encore au secondaire. Pour eux, c'était totalement normal. Mais aujourd'hui, c'est comme, wow, come on, dog. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un truc qui persévère depuis bien longtemps. Et my bad, là, je vais en choquer beaucoup. Mais quand on me dit, ou, attends, on va dire que même les chiffres dans l'islam, c'est un peu, genre, on dit que le prophète Mohammed, il serait sorti avec quelqu'un de majeur ou mineur. C'est comme, ok, mais si je me référence avec ceux de l'époque, il y en a qui disent qu'elle était très mineure. Je suis comme, what is the truth? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui vont se dire, ah, mais si le prophète l'a fait, c'est bien vu, c'est correct. Mais si le prophète aussi c'était un être humain et qui faisait des erreurs, faudrait garder les mêmes mœurs qu'à l'époque. Ça veut dire que même les prêtres qui étaient... Amin? J'ai de la difficulté avec la religion. C'est pour ça que je suis plus spirituel. Si ça fait pas de sens pour moi, inné, même majeur, whatever, je veux juste que dans ma tête, avec moi-même, quand je réfléchis, quand je le ressens à l'intérieur de moi-même, je fixe pas sur... Vous faites ce que vous voulez, sauf que moi, dans ma tête, si ça fait pas du sens, spirituellement, avec l'aide de mes ancêtres, peu importe comment on a été enseigné, par la lumière de Dieu ou par la nature, peu importe, si ça fait pas de sens avec moi, je ne vois pas... Je ne vais pas insister sur le truc. C'est pour ça que je vous dis, yo, faites plutôt une introspection que juste lire des passages bibliques, Coran, Torah, peu importe. Informe-toi, ok. Mais surtout, retourne à l'intérieur de toi-même. Je vous dis, c'est pour ça que même dans les... Parce qu'il y a de la vérité aussi dans la Bible, tout ça. Quand Dieu souffle à l'intérieur de toi et qu'il y a une partie de lui-même qui vit en toi sans que tu saches. On est tous sa création, on est tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas que Jésus qui est l'heureux élu, puis c'est juste lui parce qu'il a été juif, descendu, peu importe. Non. Non. On l'a tous à l'intérieur de nous. On est des créateurs. Tu peux créer avec ton corps une autre forme de vie qui va avoir sa propre façon de penser. Imagine-toi. Tu penses que si tu remontes pas à l'échelle, il n'y a pas des personnes, il n'y a pas une entité qui a réussi à nous créer et qui ne nous crée pas pour nous diviser, mais plutôt, tu vois, pour qu'on marche ensemble. Tu remontes jusqu'à la infime partie. Bro, je te dis. This makes sense to me. Sur le fait qu'il y a des divisions, qu'on sépare, tout ça, ça, pour moi, ça fait pas de sens.
On est censé vivre avec la nature, être en accord avec la nature. Mais là, maintenant, c'est plus technologie. Tout le monde est sur leur téléphone. Maintenant, les gens veulent même plus penser. Les gens préfèrent poser des questions à des fucking AI. Si tu veux vérifier, contre-vérifier, ok, vas-y. Mais si c'est pour vraiment penser si c'est right or wrong, come on, man. Tu peux le faire par toi-même. T'es un objet, t'es un créateur aussi. À la fois, Dieu, c'est oui, l'ultime créateur, mais à travers toi, t'es capable de créer aussi. Je t'assure. Si tu le penses, tu peux le faire. L'être humain qui a créé, ce putain de microphone, c'est un être humain comme toi, là. C'est juste qu'il a été capable d'être plus en avant sur toi, puis de le visionner plus rapidement que toi. Il a peut-être eu des études, des techniques, whatever, mais il est autant humain que toi. Il faut pas se limiter, bro. Mais non, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de personne qui devrait être à la tête de telle autre personne. Non, non, non. On est tous égaux, on est la race humaine. Oui, on a des différences culturelles à cause du territoire où est-ce qu'on vivait avant. Mais, comment je vous dis, on est tous des créateurs. Il y a des chosen one. Oui, mais il y a aussi un créateur ultime. C'est pour ça que je dis, les deux font du sens. Autant qu'on est tous des créateurs, donc on est tous des demi-gods, comme on pourrait dire. Mais il y a aussi quelque chose, une divinité qui veille sur nous. Je vous dis, prenez le temps. Moi, ce que j'aime faire, et ce qui m'a allumé, tu vois, le bout du tunnel, cette lumière, prenez le temps, des fois, d'être au soleil. Et puis, l'énergie que le soleil a sur toi, des fois, te met de bonne humeur. Pourquoi on appelle ça quoi? De la vitamine D? Mais il y en a qui disent, oh, mais les rayons UV. Ok, mais comment sont apparus les rayons UV? Pose des questions. Essaie de trouver la source de chaque problème. Il n'y a pas quelque chose de mauvais avec les rayons UV. Tu peux aller sur du gazon, toucher l'arbre. Tu vas voir que la nature te parle même. Moi, maintenant, je le sens. Je le sens quand il y a quelque chose que, ça fait longtemps que tu étais sur ton téléphone, ça fait longtemps que tu n'as pas marché, ça fait longtemps que tu n'as pas respiré de l'air fraîche. Va. Je te dis, tu vas te sentir mieux. Même dans ton alimentation, on te dit, prends des médicaments. Ok, à l'époque, ça vivait hyper longtemps avec moins de technologie. Ça veut dire que ça mangeait le bétail qui vivait dans la nature. Ça vivait avec l'herbe que tu pouvais aller cueillir, les fruits, les légumes. Maintenant, c'est agriculture de masse. Si on veut faire de la surproduction, si on veut faire ça, tout ça, à quel ordre? Tout ça pour le bénéfice. Alors que c'est même pas censé être notre fixation. Faire de l'argent. Non, ça devrait juste être vivre ensemble. Profiter. Autrefois, on était nomades. Tu voyages, tu découvres le monde, tout ça. Maintenant, on est sédentaire. Tu veilles sur ton terrain. Personne rentre. Oui, je suis d'accord. Mais aussi, il faut s'entraider. Faut être communautaire. Une fois que tu as vu la lumière, tu peux pas retourner à une mode de pensée où est-ce que tu es sous l'endoctrinement. Non, tu vas profiter. Moi, j'arrive, je profite. Demain, je meurs, je suis fier, je suis correct. Avec l'expérience que j'ai eue, peut-être c'est un bad trip, peut-être c'est un signe. Avec l'expérience que j'ai eue, j'ai même plus peur de mourir, je vous jure. Demain, je meurs. Je m'en vais quelque part où est-ce que, honnêtement, avec l'énergie que la paix que j'avais pendant cet infime moment, vas-y, si je quitte, je quitte. Il n'y a aucun problème. Mais, chaque jour que je vis sur Terre, pour moi, c'est le paradis. Je peux saluer des gens, je peux interagir. Les gens, maintenant, je les regarde dans les yeux. Je peux voir à travers le masque que tu essaies de te poser à toi-même. Tu dis être vrai, mais maintenant, je vois les mensonges. Je suis moi-même des fois menteur. Je vois comment je vois l'idée de penser qui me mène à mentir. Je vois comment l'argent me fait sentir. Comment j'envie les autres parce qu'ils ont plus que moi. Alors que normalement, il faudrait donner. Je regarde le plus pauvre, je suis mal à l'aise. Je regarde le plus riche, je suis jaloux. Tu dois être conscient de comment tu es en tant qu'être humain. Et finalement, ça va te guider à travers tout. Je vous dis, je vous le jure, une fois que c'est fait, tu peux plus retourner à division. Je suis capable d'écouter tout le monde, mais il y a personne qui pourrait me faire croire autre chose. Une fois que tu t'es délivré des chaînes, parce que ces chaînes-là, c'est pas une prison physique.
la prison, elle est mentale, bro. La prison, le fait que tu vois aller à l'école, oui, c'est bon, mais yo, profite l'école, tu vas voir des amis, t'as d'autres cultures, tu peux apprendre des gens, tu découvres des trucs nouveaux. Il y a du bon dans tout, il y a du mauvais dans tout. Faut juste que tu prennes. Faut juste que tu le comprennes. Faut juste que tu l'analyses. Les gens veulent plus poser de questions, ils préfèrent le prendre parce qu'ils sont plus à l'aise avec leurs mensonges, le blue pill. Mais une fois que tu touches le red pill, tu vois le vrai visage du monde et tu vois le vrai fonctionnement du monde et tu te dis, ah, ok. Et pour moi, la fin du monde, comment elle va arriver? C'est parce que la vérité ne peut pas être cachée trop longtemps. Faut que ça sorte. Puis à chaque fois que la vérité sort, c'est un cycle. Ça veut dire lies, 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 truth. Oh, lies, 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 truth. Oh, lies, 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 truth. Oh. Puis surtout avec la philosophie de Platon, ceux qui ont tous fait de la philosophie, vous allez remarquer un truc avec Platon. Ou avec les anciens philosophes des temps anciens de Grèce. Ils n'avouaient jamais savoir quelque chose. Ils préféraient poser des questions qu'à affirmer qu'ils ont raison. Donc, préférez dire « Ah, tu dis que le beau c'est ça, mais pourquoi tu dis ça? Sur quoi tu te bases sur ça? Ah, oui, ça et ça, tu les compares. Mais pourquoi tu les compares? Ah, tu les compares parce que, mais pourquoi parce que? C'est remonter, jamais arrêter de se poser des questions. Rentre dans une église, rentre dans une mosquée, commence à poser des questions, on va te regarder en bizarre. Il y a des gens qui vont te juger. Ou il y a des gens qui vont être ouverts, mais ils vont te limiter. À un moment donné, ça va être, ok, on a atteint la limite. Je pense que tu poses des questions qui sont pas islamiques ou qui sont pas chrétiennes, donc je peux plus te répondre. Mais bro, ça devrait pas. Ça t'effraie le fait que je te pose la question, mais continue à poser la question. Maintenant, même avec le fait que la Terre soit plate ou ronde, bro, moi, le seul truc que je dis, c'est que je sais pas. Oh, les scientifiques ont réussi à prouver. Ok, ben moi, personnellement, je pense que je sais pas. Oui, mais la physique, si tu suis. Arrête. Ok, mais je sais pas. Est-ce que toi, tu l'as fait l'expérience? Non, t'as étudié. Ok, ben finalement, tu sais pas plus. Tu sais sous l'œil. Parce que c'est toutes tes questions de théorie, mais c'est quand que ça devient vrai. Bro, c'est qui les définit? Yo, j'ai gambergé pendant je sais pas trop combien de temps, bro. Mais j'espère que vous comprenez d'où je viens, honnêtement. Si j'en ai allumé une personne dans ce live, yo, je t'aime, puis on est ensemble. Love, love, love! Show love! C'est ça l'amour. Speak from the heart, speak the truth, puis ne pas te mentir à toi-même. Si j'ai une personne, je suis content, hein. Etc. Je vous mets quand même un lien en description si jamais vous voulez feuilleter ce document d'accusation. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour ce document-là. On va juste revenir sur un dernier point que l'on n'a pas évoqué, c'est... Yo, dog, ça fait 40 minutes. Yo, ça, c'est la partie 1 de la vidéo. This is crazy. La vidéo, elle dure 1h32 minutes. Vous savez quoi? Yo, vous m'avez tellement fait plaisir. Demain, je come back. Même heure, 15h. 15h à 18h, 19h. Ou peut-être je live un peu plus tôt. Demain, je suis en live. Fuck it. Fuck it!